Bien, on s'est déconnecté, donc on reprend. Est-ce que vous arrivez à voir le diaporama? Oui ou non? Est-ce que vous m'entendez ou non? Oui, Bien. Donc, on reprend la deuxième propriété de la moyenne arithmétique. Est-ce que vous vous rappelez de cette propriété? Et on l'a même démontré. Regardez la démonstration. Donc, démonstration de la deuxième propriété, on a trouvé qu'elle est bien égale à zéro. Parfait. Quelle était l'intuition? Avant de la démontrer, qu'est-ce que je vous ai dit? Donc, on a des écarts par rapport à la moyenne. Et puisque la moyenne, c'est le centre, vous avez xi des valeurs qui peuvent être supérieures à la moyenne. Donc, cet écart est positif. Vous avez d'autres xi qui peuvent être négatives. Et donc, cet écart, vous avez aussi des xi qui sont inférieurs à la moyenne. Et puisqu'ils sont inférieurs à la moyenne, la différence est négative. Et qu'est-ce qu'on a? La somme d'un côté d'éléments positifs et d'autre côté d'éléments négatifs. Est-ce que vous vous rappelez de cette remarque? oui, Et donc, si on calcule des éléments positifs plus leur opposé, donc plus un moins un plus 2 moins 2 etc., le résultat est forcément égal à zéro. Est-ce que vous vous rappelez de cette propriété? Et on l'a même démontré, regardez, donc il suffit de reprendre la démonstration et on a bien zéro. Maintenant, donc la formule ici quelle était? Donc c'est la somme de ni fois la différence par rapport, ou bien fois l'écart par rapport à la moyenne. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a ici lorsqu'on a défini l'écart moyen, à une constante près. Voilà. Donc regardez, ici on a exactement à une constante près, donc lorsqu'on définit l'écart moyen, c'est 1 sur n, somme des ni, xi moins x bar. Mais qu'est-ce qu'on a dit? La deuxième propriété de la moyenne arithmétique nous dit que cette somme est égale à zéro. Et donc lorsque vous divisez 0 par n, le résultat est 0. Est-ce que maintenant vous avez compris pourquoi l'écart moyen est toujours égal à zéro? oui, Parce que, en fait, c'est simplement une. Ça, c'est une propriété de la moyenne arithmétique, on l'a démontré. Et si on définit l'écart moyen de cette manière, on va toujours trouver zéro. Ça veut dire, d'une autre manière, quelle que soit la dispersion de la série statistique, qu'elle soit concentrée ou dispersée, vous aurez toujours la même valeur zéro. Est-ce que ça va vous servir à quelque chose? non, Donc, si on reprend l'exemple ici, si on reprend les trois actifs, regardez, pour l'actif A, vous calculez la différence par rapport à zéro. Quelle est la première différence par rapport à la moyenne? La moyenne ici, c'est zéro. Donc, on va calculer la différence entre zéro et zéro. C'est zéro. La différence entre zéro et zéro, c'est zéro. La différence entre zéro et zéro, c'est zéro. La différence entre zéro et zéro, c'est zéro. Et la différence entre zéro et zéro, c'est zéro. Si on fait la somme de ces différences, de ces écarts, on va trouver zéro. Donc, en fait, l'actif A, qui est, donc regardez, ces rentabilités sont constantes, elles sont concentrées sur la valeur zéro. Donc, la moyenne des écarts sera égale à zéro. Mais si vous prenez l'actif C, vous avez 4. Quelle est la moyenne ici? C'est zéro. Donc, si vous prenez l'écart moyen, vous allez trouver zéro. Encore zéro. Mais est-ce que l'écart moyen va servir à quelque chose ici? Vous avez la série C, elle est plus dispersée que la série A, mais malheureusement, l'écart moyen vous donne toujours zéro. Est-ce qu'il va vous aider à quelque chose? Non. Parce que quelle que soit la dispersion des données, il est toujours nul. Ça fait فهمتوا هذا المشكل ولا لا? Est-ce que vous avez compris le problème de l'écart moyen? oui, L'écart moyen sera toujours égal à zéro
quelle que soit la distribution des données. Donc finalement, il va vous servir à rien. Est-ce que vous avez compris ce problème? Oui. D'où Oui, d'où- monsieur. d'où vient ce problème? منين جا هذا المشكل؟ En fait, le problème, tout simplement, vient du fait que lorsque vous avez des xi supérieurs à la moyenne, vous avez des écarts positifs. Et lorsque vous avez des xi qui sont inférieurs à la moyenne, vous avez des écarts négatifs. Et le problème, lorsque vous additionnez des nombres positifs et des nombres négatifs, les signes vont se compenser et donner zéro. Donc vous avez d'un côté des nombres positifs, de l'autre côté des nombres négatifs, et vous allez avoir des compensations de signes. Donc vous avez des valeurs négatives qui vont s'annuler avec des valeurs positives, et ainsi de suite, et le résultat sera toujours nul. Donc le problème vient du fait que d'un côté vous avez des signes positifs, de l'autre côté vous avez des signes négatifs. Est-ce que vous avez une solution à proposer à ce problème? Donc je répète, l'écart moyen sera toujours nul à cause d'une compensation des signes. Vous avez d'une part des signes positifs, d'autre part des signes négatifs, et ils vont toujours se compenser les uns avec les autres. Maintenant, si on arrive à se débarrasser de ce problème de signes, donc ce serait mieux. إلا قدرنا نتخلصوا من هذا المشكل ديال الإشارة غادي يكون عندنا واحد الحل. Ça veut dire, au lieu de prendre les écarts xi par rapport au centre x bar, on va prendre la valeur absolue. On va prendre la valeur absolue. Et donc, qu'est-ce qu'on vient de développer ici? Donc, qu'est-ce qui va changer? Regardez, entre cette formule et cette formule, au lieu de prendre les écarts, on va simplement prendre les valeurs absolues. Ça veut dire qu'on n'aura que des valeurs positives. Parce que puisqu'une valeur, une valeur positive absolue est toujours positive. En fait, c'est ce qu'on appelle l'écart absolu moyen. Ce n'est pas un écart moyen, c'est un écart absolu parce que au lieu de travailler au lieu de considérer les écarts, on a considéré leur valeur absolue, d'où l'appellation écart absolu moyen. Donc, qu'est-ce que l'écart absolu moyen? Notez EAM comme écart absolu moyen. C'est simplement la moyenne arithmétique des valeurs absolues des écarts par rapport à la moyenne. Donc, regardez ici la formule. Donc, ici, vous avez la moyenne arithmétique x bar. On a des écarts par rapport à la moyenne. On calcule leur valeur absolue pour se débarrasser des signes négatifs. Et puisqu'en fait, ces écarts apparaissent un nombre ni deux fois, il ne reste plus qu'à calculer maintenant la moyenne. Maintenant, puisqu'on n'a que des valeurs absolues, est-ce que cet écart absolu moyen peut être négatif? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai que des valeurs positives, que des valeurs absolues. Donc, en fait, lorsqu'on va calculer leur moyenne, forcément, on va trouver quelque chose qui est supérieur ou égal à 0. Est-ce que c'est clair pour cette première étape? Oui. Donc, maintenant, regardez. J'ai dit, en fait, l'écart absolu moyen, il est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire qu'il peut être égal à 0. Dans quel cas l'écart absolu moyen est égal à 0? Force شحال يمكن له يكون 0. En fait, simplement lorsque tous les écarts sont nuls. Donc, en fait, l'écart absolu moyen est égal à 0 lorsque tous ces écarts absolus sont nuls. Et dans quel cas ces écarts sont nuls? Lorsque toutes les modalités xi sont égales à la moyenne. Est-ce que vous avez compris ceci? Lorsque Oui. toutes les modalités xi sont égales à la moyenne, donc on n'aura que des écarts égaux à 0, et donc l'écart absolu moyen sera égal à 0. Mais qu'est-ce que cela signifie avoir des valeurs xi toutes égales à la moyenne? Reprenez l'exemple de l'actif A. Regardez l'actif A.
Donc, on est dans cette configuration. Vous avez toutes les valeurs sont égales à la moyenne. Donc, l'écart entre les valeurs et la moyenne sont tous nuls. Et donc, si on calcule l'écart absolu moyen pour l'actif A, on va trouver 0. Mais pour l'actif A, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que les données, est-ce que les données sont dispersées? Les données ne sont pas dispersées, les données sont concentrées, donc leur dispersion est 0. هنايا في الحالة ديال A المعطيات ما مشتتينش. Donc une manière de dire que les données ne sont pas dispersées, c'est lorsqu'on mesure l'écart absolu moyen et on va trouver 0. 0, ça veut dire que les données ne sont pas dispersées. Elles sont toutes constantes et égales à la moyenne. Est-ce que c'est clair pour cette première remarque? Oui. Maintenant, Oui. Maintenant, hormis ce cas particulier, donc l'écart absolu moyen, il sera positif. Donc on a dit il est positif ou nul. Donc il est nul lorsque toutes les modalités sont égales à la moyenne. Mais sinon, pour le reste, l'écart absolu moyen, il est positif. Il est supérieur à 0. Donc en fait, selon la valeur qu'il va prendre, il va vous donner une idée sur la dispersion. Lorsque les modalités xi sont trop éloignées de la moyenne du centre, donc vous allez avoir une grande valeur de l'écart absolu moyen. Donc plus en fait, plus l'écart entre xi et la moyenne est grand, plus la valeur de l'écart absolu moyen sera grand. Ça veut dire en fait, l'écart absolu moyen, c'est déjà une bonne façon de mesurer la dispersion. Donc si vous regardez, donc je vous laisse faire l'exemple chez vous. Calculez l'écart absolu moyen pour l'actif A, pour l'actif B et pour l'actif C. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour l'actif A, les données sont constantes et ne sont pas dispersées. Ça, c'est d'un côté. Pour l'actif C, les données, elles sont très dispersées. Et pour l'actif B, les données, elles sont dispersées, mais moins que l'actif C. Maintenant, je vous donne comme exercice, donc si vous voulez, on peut les résoudre la prochaine fois. Si on calcule l'écart absolu moyen de l'actif A, vous allez trouver 0, parce que les données sont toutes égales à la moyenne. Si vous calculez l'écart absolu moyen de l'actif C, vous allez trouver une valeur positive, strictement positive. Et si vous calculez l'écart absolu moyen pour l'actif B, vous allez trouver une valeur également strictement positive, mais inférieure à celle de l'actif C. Pourquoi? Parce que les données de l'actif C sont très dispersées par rapport à l'actif B. Ça fait, est-ce que vous avez compris ce problème? Ou bien cette notion d'écart absolu moyen? Oui. Mais maintenant, dans la pratique, comment calculer cet écart absolu moyen? Il suffit d'appliquer la formule. Donc là, je vais garder la formule ici. Prenons le premier exemple, le besoin mensuel des étudiants en volume de données. Donc, on a déjà, j'ai repris le tableau ici. Donc, les modalités, donc, elles vont de 10, 20, 30, 40 jusqu'à 50. On a les effectifs. On a besoin des effectifs NI. Donc, l'effectif de 10, c'est 15. L'effectif de 20, c'est 17. L'effectif de 30, c'est 17. L'effectif de 40, c'est 18. Et l'effectif de 50, c'est 23. L'effectif total est donc de 90. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a déjà calculé la moyenne précédemment. Donc la moyenne, on a trouvé 31,89 gigas. On a déjà calculé cette moyenne précédemment. Donc il suffit de reprendre les séances précédentes. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Une fois que j'ai la moyenne X bar, on doit calculer la différence entre la modalité XI et la moyenne X bar, puis appliquer la valeur absolue. Donc, si vous calculez 10 moins 31,89, combien vous allez trouver? Vous allez trouver moins 21,89. Mais en valeur absolue, le signe moins va disparaître. C'est bon? Oui. On passe à la modalité suivante, 20. Encore une fois, 20, parce que là, j'ai besoin de xi moins la moyenne. Donc, 20 moins la moyenne,
Donc 20 moins 31,89, c'est 11,89. Attention, c'est moins 11,89. Mais en valeur absolue, le signe moins va disparaître. Ensuite, pour la modalité 30, 30 moins la moyenne, qui est 31,89, est égal à moins 1,89. En valeur absolue, ceci est égal à 1,89 parce que le signe moins va disparaître avec la valeur absolue. Maintenant, 40 moins la moyenne, 31,89, c'est un nombre positif, est égal à 8,11. Et donc, la valeur absolue de 8,11, c'est 8,11. Enfin, 50 moins la moyenne qui est 31,89, c'est 18,11. Et la valeur absolue de 18,11, c'est 18,11. Donc, on a la première partie de l'écart absolu moyen. Donc, on a calculé les écarts en valeur absolue. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste maintenant à les multiplier par les effectifs. Donc, c'est ce que nous avons fait dans la dernière colonne. Donc, ici, on a les écarts absolus multipliés par les effectifs. C'est-à-dire, si vous multipliez 15 par 21,89, vous allez trouver 328,35. Et si vous multipliez 17 par 11,89, vous allez trouver 202,13. Ensuite, si vous multipliez 17 par 1,89, vous allez trouver 32,13. 18 multiplié par 8,11 est égal à 145,98. Et enfin, si vous multipliez 23 par 18,11, le résultat est 416,53. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de multiplier tous les écarts absolus par les effectifs. Donc, on a cette expression. Donc, on a ici les NI fois les écarts absolus. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste maintenant à calculer la somme. Il reste à calculer la somme de ces valeurs absolues fois les effectifs. Et la somme, c'est simplement, donc on l'a calculé ici, c'est 1125,12. Dernière étape, une fois qu'on a calculé la somme, on divise par l'effectif total qui est de 90. Donc finalement, donc l'écart absolu moyen, c'est 1 sur l'effectif total, la somme de i qui va de 1 jusqu'à 5 parce que j'ai 5 modalités, de ni fois les écarts absolus. Le résultat, donc si on calcule la somme de ces écarts absolus fois les effectifs, vous allez trouver 1125,12 qu'il faut diviser par l'effectif total, 90, et vous avez à peu près 12,50 gigaoctets. Est-ce que vous avez compris cette manière de calculer l'écart absolu moyen? Oui. Bien sûr, on n'a pas besoin de calculer l'écart moyen parce qu'on a dit qu'il est toujours égal à 0. Donc, ceci, c'est une évidence. On n'a même pas besoin de le calculer. Donc, on ne s'en sert même pas. Donc, je l'ai ajouté ici juste pour vous introduire l'écart absolu moyen. هذا ما كنحتاجوش. اعتذركم باش تفهموا وباش تفهموا هذا اللي من موراه. C'est bon? Donc, mais qu'est-ce que cela signifie? Rappelez-vous, nous sommes en train de mesurer la dispersion par rapport à un centre. De combien on s'éloigne du centre? بشحال كنبعدوا en moyenne. يعني في المتوسط بشحال كنبعدوا على المركز. Donc, en fait, en moyenne, les besoins mensuels des étudiants en volume de données, en fait, s'éloignent en moyenne, ou plutôt s'éloignent de la moyenne qui est le centre. On s'éloigne de 12,50 gigas, mais ceci en moyenne. En moyenne, de combien on s'éloigne du centre? En fait, on s'éloigne de 12,5 du centre. Ça fait? Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On a commencé dans un premier temps par calculer le centre. On a trouvé 31,99. Maintenant, de combien on s'éloigne du centre en moyenne? Le متوسط بشحال كنبعدوا عليه de 12,50 gigas. Est-ce que vous avez compris cette interprétation? Oui. Donc, il suffit ici Oui, monsieur.
Si ce n'est pas encore clair, donc en fait, je vais encore remonter jusqu'au début pour vous montrer ceci sur un schéma. Donc si on reprend le schéma initial, donc le mode, on y est presque. Donc si on reprend ce schéma, ben regardez. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire? Donc on a mesuré le centre, ici par la moyenne, et on a mesuré la dispersion. Donc la dispersion dans une première partie, la première approche, c'est regarder la dispersion dans un intervalle. On va chercher, donc par exemple ici, j'ai pris l'intervalle de variation. Quelle est donc ici la valeur minimale, la valeur maximale, j'ai tout un intervalle pour mesurer la dispersion. Maintenant, lorsqu'on a calculé l'écart absolu moyen, on a mesuré le centre autour du centre, la dispersion autour du centre. De combien on s'éloigne à droite et à gauche du centre, en moyenne. D'une part et d'autre part. Donc c'est ce qu'on a appelé l'écart absolu moyen. Et on a trouvé ici un centre de 31 gigas, 31,92 gigas, et de combien on s'éloigne à droite et à gauche? De 12, quelque chose gigas. Ça fait? Bien. Ben maintenant, on a calculé l'écart absolu moyen dans le cas d'une variable discrète. Comment le calculer dans le cas d'une variable continue? Vous savez bien qu'une variable continue se présente sous forme de classe. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de travailler sur la classe, on va travailler sur simplement le centre de la classe. Donc, on prend le deuxième exemple. Donc, le besoin mensuel des étudiants en durée d'appel. C'est une variable qui est continue. Donc voilà, donc ici, on vient de finir l'exemple sur les besoins mensuels des étudiants en volume de données. C'est une variable qui est discrète. Maintenant, on va voir une variable qui est continue. Donc les besoins mensuels des étudiants en durée d'appel, c'est une variable qui est continue et qui se présente sous forme de classe. En fait, la formule de l'écart absolu moyen, c'est exactement la même. La seule différence, c'est que comme ici j'ai des classes, on doit travailler sur le centre de la classe, CI. Donc rappelez-vous, on a déjà calculé la moyenne pour cette variable et on a trouvé la moyenne, elle est de 7,91 heures. Il suffit de reprendre les séances précédentes sur la moyenne arithmétique et vous allez retrouver cette valeur. Maintenant, ce qu'on va faire, on va procéder de la même manière que précédemment. Donc, il faut d'abord, cette fois-ci, calculer le centre, et c'est déjà fait. Donc, le centre de la classe 0,4, c'est 2. Ça, vous savez déjà faire. Le centre de la deuxième classe, c'est 6, etc., etc. Donc, on a besoin des effectifs dans l'expression. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va calculer les écarts entre les centres des classes et la moyenne, puis appliquer la valeur absolue, comme on a fait dans l'exemple précédent. Si vous prenez le centre 2 moins la moyenne 7,91, la différence est de moins 5,91. C'est une différence négative. Si on applique la valeur absolue, le signe négatif va disparaître. Donc la valeur absolue de la différence entre C2 et la moyenne x bar qui est de 7,91 est de 5,91. La même chose pour 6. Donc le centre 6 moins la moyenne 7. Vous avez un écart négatif moins 1,91. Et en appliquant la valeur absolue, le signe moins disparaît. Le résultat est 1,91. Maintenant pour 10. 10 est supérieur à la moyenne, donc on aura un écart positif de 2,09. Et en valeur absolue, ça ne va pas changer. 14 moins la moyenne 7,91, c'est 6,09. En valeur absolue, c'est 6,09. Et enfin, 18 moins la moyenne 7,91, c'est 10,09. Et en valeur absolue, ça ne va pas changer.
Donc, voici la première partie de l'écart absolu moyen. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Prendre tous les écarts et les multiplier par les effectifs. C'est l'objet de la dernière colonne. Si vous multipliez l'effectif 20 par l'écart absolu 5,91, vous allez trouver 118,2. Si vous multipliez 24 par l'écart absolu 1,91, vous allez trouver 45,84, etc., etc. Et la dernière étape consiste à calculer la somme de toutes ces grandeurs. Et la somme, c'est ce qu'on a ici à la dernière ligne. La somme est égale à 328,18 qu'il faut diviser par l'effectif total, 90. Donc l'écart absolu moyen, c'est 328,18 divisé par l'effectif total 90 et le résultat approximatif est de 3,65 heures. Ou bien dit d'une autre manière, si le centre est égal à, on a trouvé que le centre est égal à 7,91, de combien on s'éloigne à droite et à gauche de ce centre? En moyenne, de 3,65. Voici donc l'interprétation ici. Les besoins mensuels des étudiants en durée d'appel, donc ici j'ai bien les durées d'appel, s'éloignent de la moyenne. En fait, on s'éloigne de 3,65 heures en moyenne de la valeur centrale. Est-ce que c'est clair pour cette notion d'écart absolu moyen et de sa manière de le calculer et de l'interpréter? Oui. Oui. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non, pas de question. Non. Maintenant, on a résolu un premier problème. Quel était ce problème? On a dit le problème de l'écart absolu, de l'écart moyen, c'est que à cause des signes positifs et des signes négatifs qui se compensent, on aura toujours un écart moyen nul. Et donc, ça va nous servir finalement à rien. Donc ça, c'est un problème et on l'a résolu. Quelle était la solution? On a dit le problème vient du fait que d'une part, on a des signes positifs et d'autre part, on a des signes négatifs et leur somme va se compenser. Donc, une première solution, c'est pour se débarrasser des signes négatifs, on applique une valeur absolue. Et en appliquant la valeur absolue, on obtient l'écart absolu moyen. Ça, c'était une solution au premier problème. Mais cette solution en elle-même pose un problème. Le problème, c'est que la valeur absolue, c'est une fonction qui n'est pas dérivable. Est-ce que vous savez calculer la dérivée d'une valeur absolue? Vous ne savez pas calculer cette dérivée. Vous pouvez calculer une fonction x puissance fx égale à x puissance 2 par exemple, c'est égal à 2x, mais vous ne saurez pas, personne ne sait calculer la dérivée d'une fonction valeur absolue. Et en sciences économiques, l'économie c'est une science d'optimisation. Quand on dit d'optimisation, ça veut dire qu'il faut calculer un maximum ou bien un minimum. Et pour calculer le maximum et le minimum, il faut calculer des dérivées. Le problème, c'est que la valeur absolue, c'est une fonction qui n'est pas dérivable. Donc, l'écart absolu moyen, c'était bien une solution, mais elle-même, elle a un problème. Donc, maintenant, on a appliqué la valeur absolue juste pour se débarrasser du signe négatif. Est-ce que vous avez une autre solution, mis à part la valeur absolue, pour annuler le signe négatif? Donc, pour annuler le signe négatif, on a appliqué la valeur absolue qui elle-même pose des problèmes. Y a-t-il d'autres solutions en dehors de la valeur absolue pour annuler un signe négatif? Multiplié par moins. Multiplié par moins, oui, mais ce n'est pas une solution convenable. Donc, y a-t-il d'autres? Parce que si vous multipliez par moins, donc les valeurs qui sont négatives, certes, elles vont devenir positives, mais les valeurs positives vont redevenir négatives. Donc, vous allez corriger un problème et vous allez poser un autre problème. Ça fait? Donc, si vous multipliez par moins, ça veut dire les valeurs négatives, certainement, elles vont devenir positives,
Mais le problème, c'est que les valeurs positives, elles vont devenir négatives. Et donc, finalement, on n'a rien résolu. Donc, ce n'est pas une bonne solution. Avez-vous une autre solution? Ben, en fait, au lieu d'appliquer la valeur absolue, on peut utiliser la puissance 2, le murabba. Quelle est donc la puissance 2 de moins 1? 1. C'est 1. Donc, on s'est débarrassé du signe négatif. Et quelle est la puissance de 1? C'est toujours 1. Donc, en appliquant la puissance 2, on arrive à résoudre le problème du signe. Et c'est peut-être une meilleure solution que la valeur absolue. Donc, on va essayer cette solution et regardez qu'est-ce qu'on a ici. Regardez cette nouvelle formule, c'est exactement la même que l'écart absolu moyen, mais au lieu d'utiliser une valeur absolue, on a utilisé la puissance 2. Et c'est exactement ce qu'on appelle une variance. Donc, si vous avez déjà entendu ce terme, la variance, le murayara, la variance, regardez, donc en fait, ça ressemble un peu à l'écart absolu moyen. Il y a une seule différence. Au lieu d'appliquer la valeur absolue aux écarts, on va appliquer la puissance 2. Et vous savez qu'une fonction puissance 2, elle est dérivable. Donc, ça ne pose aucun problème. On va la noter Vx comme variance x, ou bien généralement sigma 2, sigma puissance 2. Donc sigma, c'est une lettre grecque. Ici, vous avez sigma majuscule, et là, c'est sigma minuscule. Ça fait, donc c'est juste une notation. Comme ça, on note la variance d'une variable statistique x, on la note sigma 2, ou bien Vx comme variance de x. Et finalement, c'est quoi? Donc, en fait, regardez, ça ressemble à quelque chose, c'est une moyenne. Donc ici, vous avez 1 sur n, la somme des ni de quelque chose. Donc c'est une moyenne. Mais c'est une moyenne de quoi? C'est une moyenne des carrés. Donc ici, en fait, vous avez la moyenne des carrés, des puissances 2. Mais les carrés de quoi? Ce sont les carrés des écarts. Ici, j'ai des écarts. Des écarts par rapport à la moyenne. Donc ici, des écarts à la moyenne. Donc définition, la variance d'une variable statistique x, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Tout simplement. Mais maintenant, il y a un autre problème qui vient de se poser. Imaginez que la variable x, ce sont les prix de certains biens en dirhams. Vous suivez ou non? Oui. Donc, imaginons que maintenant, notre variable x, ce sont des prix en dirhams. Les prix, par exemple, de l'actif A en dirhams. Vous avez donc les modalités x, y sont exprimées en dirhams. La moyenne est exprimée, le prix moyen sera en dirhams. La différence sera aussi en dirhams. Mais le carré, ce sera en dirhams puissance 2. Est-ce que le dirham au carré a un sens? Non. Donc, Non. le dirham au carré n'a aucun sens. Donc, nous, maintenant, on a introduit une puissance 2 pour se débarrasser des signes négatifs, c'est bien. Mais le nouveau problème qui se pose maintenant, c'est qu'on a transformé l'unité de mesure en une nouvelle unité de mesure qui n'a aucun sens. Le dirham, il est devenu dirham au carré, ça n'a aucun sens. Donc, quelle est la solution? Ben, en fait, la solution, c'est qu'il faut se débarrasser de la puissance 2 en appliquant la racine carrée. Vous savez que A, racine A au carré, c'est A, lorsque A est positif. Ça fait? Donc, le problème posé par la puissance 2, on va maintenant le résoudre en créant ce qu'on appelle l'écart type. Et qu'est-ce que l'écart type d'une variable? On va le noter sigma x comme la variance, mais on a retiré la puissance 2. Pourquoi? Parce que l'écart type, c'est simplement la racine carrée de la variance. Donc, l'écart type sigma, c'est simplement la racine carrée de la variance. Et donc, l'écart type, il sera, si vous avez x, y, ce sont des modalités des valeurs en dirhams, l'écart type sera en dirhams. Parfait? Et d'ailleurs, l'écart type, c'est la mesure de dispersion la plus utilisée, et surtout en finance. Lorsque vous comparez
ou bien la dispersion des actifs A, B et C, vous utilisez l'écart type. Et ça, on appelle ceci une mesure de risque. Est-ce que c'est clair pour cette notion de variance et pour cette notion d'écart type? Oui. Maintenant, si vous regardez cette formule, surtout lorsque vous avez des puissances 2, elles deviennent très lourdes à appliquer à cause des puissances 2. Donc, lorsque vous avez des écarts, par exemple de 4, 4 à la puissance 2, ça devient 16. Si vous avez des écarts de 10, 10 à la puissance 2, c'est 100. Donc, le problème de la variance, ou bien de cette formule, c'est qu'elle tend à compliquer les calculs. Vous vous retrouvez avec des valeurs en milliers et en millions. Et c'est très lourd à supporter. Donc, vous avez une formule alternative donc, donnée par ce qu'on appelle le théorème de Koenig-Huygens. Donc, en fait, deux statisticiens, ils ont fait une petite démonstration. Donc, ils expriment la variance, sigma 2. Ils donnent une formule très simple. Donc, en fait, c'est la variance. Vous écrivez, donc regardez, donc, pour vous rappeler de cette formule, vous écrivez x bar moins x bar. Au début, la puissance 2 se trouve sous la barre, puis elle devient au-dessus de la barre. Donc la puissance 2 passe au-dessus. Je répète, donc la variance, sigma 2, en fait ici on ajoute x pour dire qu'il s'agit d'une variable x. Si c'est une variable y, on ajoute y. Parfois on peut même se débarrasser du x, écrire simplement sigma 2. Donc la variance peut se réécrire sous cette formule réduite, dite de Koenig-Huygens. Et elle est très utilisée par rapport à la première. Donc, pour la retenir, on va la démontrer. Mais pour la retenir, vous commencez par écrire x bar moins x bar. Au début, vous mettez la puissance 2 en dessous de la barre, puis vous mettez la puissance 2 au-dessus de la barre. Ici, en fait, x bar au carré, c'est simplement le carré de la moyenne. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça, c'est x bar à la puissance 2. Maintenant, il reste à savoir que signifie x2 bar. x2 bar, en fait, ça, c'est simplement la moyenne, non pas de x, mais la moyenne des carrés de x. Donc, regardez x2 bar. Au lieu de calculer la moyenne de x, parce que la moyenne de x, c'est 1 sur 1 somme des ni xi. On va calculer la moyenne des carrés de x. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, ce n'est pas une moyenne. On appelle ceci une moyenne quadratique. Ou bien tout simplement, ce n'est pas la moyenne de x, mais c'est la moyenne des puissances 2 de x. On va prendre toutes les modalités de x, on les met à la puissance 2. On va voir comment faire le calcul. Et donc, on note ceci, x2 à la puissance bar. Démonstration de cette formule de Koenig. Parfois, on appelle juste la formule de Koenig. Donc, sinon, en fait, on peut l'appeler formule de Koenig-Huygens. Donc, pour la démontrer, vous avez ici la démonstration. Comme d'habitude, on va partir donc, de ce résultat et on va essayer de le développer et de le simplifier jusqu'à aboutir à ce résultat. Donc, commençons, allons-y. Donc, la définition de la variance, sigma 2, je vous ai dit, c'est simplement la moyenne, donc 1 sur 1 somme des ni, mais la moyenne de A, donc des carrés des écarts par rapport à la moyenne. Donc, voici l'expression développée de la variance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, vous regardez qu'ici, j'ai quelque chose que vous connaissez. xi moins x bar au carré que l'on peut développer. Ça ressemble à a moins b au carré. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? A moins b au carré. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Ou bien a plus b au carré? Oui. Instagram. Voilà, donc متطابق الهامة, en français, on appelle ceci des identités ou bien une identité remarquable. Vous savez bien que A plus, ou bien ici vous avez un moins, A moins B au carré, c'est A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc ça, vous le savez depuis le collège. Donc on va développer simplement cette identité remarquable et voici le résultat.
Donc ici, vous avez xi moins x bar au carré, donc ce sera xi au carré, moins 2 fois xi fois x bar, donc moins 2